Bonsoir à tout le monde. Donc, ravi de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous de la 16e édition des conférences Culture Sciences de l'Institut Agro Montpellier. Donc, ce soir, nous accueillons Denis Lacroix, enseignant en prospective en sciences marines, ainsi que Hervé Hanin, qui est directeur du développement au pôle vignes et vins de l'Institut Agro Montpellier. Également, Leïla Temri, qui est enseignante en sciences de gestion à l'Institut Agro Montpellier, qui m'a aidé à organiser aussi cet événement ce soir. Donc cet événement aussi, il est filmé, donc je tiens à le préciser, puisqu'ensuite l'enregistrement sera projeté en podcast sur la chaîne YouTube de l'école. Nous sommes également en lien avec un certain nombre de personnes qui vont se connecter, qui le sont déjà en streaming ce soir, et avec laquelle nous essayerons aussi de débattre si ils souhaitent nous poser des questions via le chat. Moi, ce que je vous invite à faire, parce qu'on n'est pas en nombre très important, donc si vous le souhaitez, on peut se rapprocher au centre de cette partie de l'amphi pour être plus proche de nos intervenants et pouvoir échanger librement ensuite après leur intervention. Voilà, je vous annonce aussi une autre conférence qui aura lieu mardi prochain à la même heure et au même endroit, avec Olivier Lambert, qui est un diplômé de l'ENSAM, dont l'École nationale supérieure d'agronomie de Montpellier, mais en 1980, donc elle portait encore un autre nom. Et donc il nous parlera, lui, de la Banque mondiale, où il a exercé une grande partie de son activité professionnelle, donc il a une carrière internationale, et il nous parlera beaucoup de la finance verte, des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les pays en voie de développement et soutenir leur agriculture. Donc je pense que c'est également un sujet qui peut vous intéresser. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je vais passer la parole à Leïla Temri. Voilà. Bonjour à tous et bonjour, je crois, à nos collègues de Toulouse qui doivent être en ligne également. Alors je vais juste remercier déjà Denis et Hervé d'être intervenus et puis les présenter rapidement. Donc avec Denis, on se connaît depuis très très longtemps, je ne dirais pas combien de temps. C'est un ingénieur agronome qui est spécialisé en aquaculture tropicale et méditerranéenne. Pendant 40 ans, il a travaillé donc à l'Ifremer. Il est docteur en sciences animales et puis il enseigne également dans diverses universités en France et en Europe, et notamment à l'Institut Agro, où depuis de nombreuses années, les étudiants ont la chance de bénéficier de ces interventions. Et il a créé en 2006 la fonction en veille scientifique et prospective à la direction scientifique, puis à la direction générale d'Ifremer. Et il a participé à de nombreux travaux collectifs de réflexion prospective, notamment sur les énergies renouvelables marines, l'environnement, les interactions océan et société, la montée du niveau de la mer, ici, donc il y aura quelques ouvrages pour ceux qui sont intéressés. Et puis, ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, la question de la confiance entre la science et la société, et également des scénarios d'évolution en Méditerranée d'ici 2050. Donc, il fait partie de divers réseaux et il est vice-président de la Société française de prospective. Hervé Hanin, donc, qui est notre collègue à l'Institut Agro de Montpellier. Il est également ingénieur agronome, il est docteur en économie, il est spécialisé en stratégie, en marketing et également en prospective, notamment et plus particulièrement sur le secteur viticole et depuis plus de 35 ans. À l'OIV d'abord et ensuite à l'Institut Agro Montpellier. Donc c'est donc lui qui a créé l'Institut des hautes études de la vigne et du vin à Montpellier. Et il est aujourd'hui directeur du développement du pôle vigne et vin de l'Institut Agro, directeur de la chaire d'entreprise récemment créée également, la chaire d'entreprise vigne et vin sur Montpellier. Il est expert à l'OIV et au CST de la filière et il est co-animateur d'un partenariat avec France Agrimer pour la prospective stratégique dans les filières agricoles. Donc, il a piloté une quinzaine d'études sur la filière viticole, notamment il y a une prospective vin bio également. Il est membre de la Société française de prospective et il enseigne également dans diverses universités et grandes écoles, dont bien sûr l'Institut Agro Montpellier. Et il conduit des recherches en prospective dans le secteur viticole essentiellement, notamment sur le changement climatique, donc des sujets vraiment d'actualité et d'importance,
et la sortie des pesticides. Alors, nous tenons également à remercier Jean-François Martin, qui pilote le projet Cohorte, et Anne-Hélène Degnaud, qui est chef de ce projet Cohorte de l'Institut Agro, avec aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, avec Toulouse également, qui consiste, enfin, qu'on pourrait résumer à comment donner de la visibilité et de la lisibilité à l'enseignement des transitions socio-économiques dans les formations, et qui ont participé également à la préparation de cette intervention. Donc, très bonne conférence à tous, et puis on vous laisse la parole. Merci, merci Elena. Alors, on va essayer d'introduire un peu le propos que vous développez notre collègue et ami Denis Lacroix. Comme vous le savez, depuis des décennies, les résultats que produit la science suscitent à la fois des attentes, l'admiration, parfois même de la fascination pour ce moteur formidable de progrès auquel on est nombreux à adhérer. C'est ainsi qu'une confiance réciproque entre la communauté scientifique et le reste de la société s'est assez naturellement établie et qui apparaît assez fondamentale pour que la science contribue à relever les défis sociétaux. Mais, depuis quelque temps, l'ampleur et la rapidité des transitions contemporaines semblent bouleverser les repères et les valeurs de la société. La période Covid, le changement climatique, ainsi que les diverses crises sur fond d'anxiété, de doute et de sentiments d'impuissance ne sont sans doute pas étrangères à ces évolutions, et ce dans un monde hypermédiatisé et interconnecté. De sorte que la confiance d'une partie de la société en la science a été mise à l'épreuve et semble aujourd'hui s'éroder. C'est en tout cas le constat qu'on a pu faire il y a quelques années et face auquel le réseau Prosper, constitué des responsables de la prospective dans les organismes de recherche publique, a interrogé les moteurs de la confiance entre la société et la science et vice-versa. Le sentiment que c'est une constante qui s'est mise à se transformer en variable. L'enjeu de ce travail, c'est de mieux comprendre finalement la relation qui semblait constante et qui se comporte plutôt comme une variable et qui lie la démarche et l'action scientifique d'une part avec la confiance que lui accorde la société aujourd'hui, avec tout un cortège de questions liées auxquelles Denis va sans doute contribuer largement à répondre. Quelle réciprocité dans cette relation aujourd'hui entre science et confiance de la société? Les processus d'acquisition de connaissances, les bénéfices retirés par la société dans son ensemble sont-ils si transparents? Quel gage de la confiance? L'exactitude scientifique des faits, la justesse des normes, l'authenticité des acteurs sont-ils suffisants aujourd'hui? Et d'ailleurs, la vérité perçue par les acteurs s'inscrit-elle aujourd'hui dans le seul registre du rationnel ou emprunte-t-elle aussi parfois à l'irrationnel? C'est une question à laquelle on est assez souvent confronté dans nos enseignements et dans nos relations avec les différentes filières. Entre 2020 et 2022, donc, le groupe de travail composé de 30 chercheurs s'est attaché à animer un exercice de prospective pour dessiner les futurs possibles de la position de la science par rapport à la société à l'horizon 2040, parce qu'on aime bien se fixer un horizon en prospective. Donc Denis, merci encore de ta présence et on va être tout oui lorsque tu vas nous montrer comment une telle réflexion prospective qui consiste à élaborer des futurs possibles d'abord, à se demander ensuite s'ils sont souhaitables ou non, peut permettre d'identifier des leviers d'action qu'on peut activer dès aujourd'hui. On a compris que c'est là l'objectif sans doute majeur de la prospective, c'est de se dégager des marges de manœuvre. Et on a compris aussi que l'enjeu n'est rien moins que de renforcer la confiance et de limiter les risques de la dégrader. Tu vas peut-être nous rassurer. Merci beaucoup Hervé pour cette introduction qui effectivement cale bien les choses. Juste 2 mots sur l'organisation. Donc je vais, après ces présentations, il va y avoir donc un exposé de fond, puis 20 minutes de questions libres,
Puis un petit exercice collectif, parce qu'il faut faire quelques interactions avec la salle. On vous demandera de réfléchir à 2 questions très rapidement et on va collecter les réponses et on rebondira sur une dernière série de questions. Voilà, grosso modo, la structure de cette soirée. Alors, quelques mots. Hein. Donc, Prosper, d'abord, qui sommes-nous? Nous sommes un club, je dirais, des prospectivistes de la recherche publique française, tous les organismes qui le souhaitent, hein. Et donc d'où Prospective en réseau. Et donc, on s'est saisi de cette problématique, puisque nous travaillons sur beaucoup d'aspects de prospective, et l'objectif, c'est toujours d'éclairer la décision. Hein. On ne dit pas des prophètes du futur, hein, pas du tout. On essaye d'éclairer la décision des institutions de recherche ou tout autre décideur sur un thème au choix. Voilà, sur des problématiques prédéfinies. Alors, définition de la prospective, on me demande très souvent qu'est-ce que c'est exactement. Alors, il y a beaucoup de définitions. Je me suis concentré sur ça. Les mots-clés sont en rouge. C'est une analyse sur une question précise. Il faut répondre aux questions qu'on vous pose, structurée autour d'un système dynamique à 10 ans au moins, dans un espace donné, admettant avec des variables et des acteurs, admettant des ruptures. Le mot rupture est très important, surtout à notre époque, et visant à éclairer l'action et la réflexion. Voilà. C'est très ambitieux et en même temps, c'est très nécessaire. Alors, comment se pose la problématique dans notre cas, après ce petit cadrage? Alors d'abord, il faut observer que la priorité du court terme, et ça, on en est saturé, hein, elle, et à la rentabilité économique, justifie la conservation des avantages compétitifs acquis. Ça paraît tout simple de dire ça, mais en fait, on raisonne sans arrêt dans ce cadre-là. Le deuxième élément, c'est qu'on a une accélération des changements, hein, sous toute forme, et donc elle exige la preuve des forces à l'œuvre pour convaincre les décideurs et les sociétés de changer de modèle. On parle souvent de changement de paradigme, mais justifiez-moi pourquoi on changerait de paradigme. Et le troisième élément, c'est les sociétés, ça a été dit par Hervé tout à l'heure, elles sont un peu déroutées par tout ce qui arrive, et donc elles voient mal les enjeux, les risques, les coûts des choix économiques. Donc on a à la fois une sorte de brouillard, on a à la fois la peur du changement, et en même temps, on est naturellement conservateur. C'est, je dirais, l'inertie globale des sociétés. Alors tout ça converge vers quoi? Eh bien que si la société nous dit que, par exemple, nous aurions intérêt à changer, eh bien ça se heurte à ces 3 forces-là. Donc il y a un doute, je dirais, structurel, naturel, au fait qu'on doute finalement des causes qui nous feraient changer ces 3 forces à l'œuvre. D'accord? Vous voyez, c'est quand même quelque chose dont il faut avoir conscience. Et en plus du fait que, comme on ne maîtrise pas grand-chose sur le futur, il y a un fond d'anxiété, hein, l'éco-anxiété, un sentiment d'impuissance, que puis-je faire tout seul par rapport au changement climatique, et puis la tentation de discours radicaux. On en a malheureusement beaucoup d'exemples en tête, et ce n'est pas la campagne présidentielle américaine qui nous en a privé. Alors voilà le nombre de personnes qui sont intervenues. Vous voyez, c'est un gros paquet. En fait, quand une bonne étude, il faut beaucoup d'experts. Pourquoi ? Parce que personne n'est omniscient, et quand les questions sont complexes, il faut aller chercher des compétences partout où il y en a. Donc il y a le groupe de travail classique de Prosper, avec, vous avez vu, un grand nombre d'organismes qui ont été intégrés. On a invité des conférenciers experts, des gens très spécialistes d'un domaine, donc là aussi c'est très varié. Il y a eu des participants ponctuels qui sont venus donner un coup de main, et puis au centre, le comité de pilotage, dans lequel on reconnaît les noms des principaux intervenants. Alors, on va suivre 7 étapes pour voir comment est-ce qu'on a travaillé. Alors d'abord, on part d'exemples tout simples. Un exemple de crise de confiance, le plus banal et le plus classique, c'est la crise de la pandémie. En 2020, qui croire? D'où vient ce fameux virus? Alors, il y a des polémiques sans fin, évidemment, à la labo chinois, la CIA, le pangolin du marché, etc. Et des hypothèses les plus farfelues les unes que les autres. Qui croire sur le bon traitement? Je vous rappelle les polémiques autour du professeur Raoult, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Et puis les experts que chaque chaîne de télévision sort au JT. Que croire sur le confinement? Est-ce que c'est excessif? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est assez, pas assez, etc. Bon, donc là, on a tous des idées d'ailleurs là-dessus. Si on faisait un débat là-dessus, ça serait assez, je pense, assez amusant. Le changement climatique, pourtant, c'est quelque chose qui est documenté depuis un quart de siècle, de manière précise, et qui est connu depuis plus d'un siècle. Eh bien, on continue à avoir des questions tout à fait sincères. Hein. Donc, vous croyez que vraiment ça existe? Est-ce que c'est lié à l'activité humaine? À quelle vitesse ça va? Etc. Bon,
Et puis des phrases du genre « j'ai lu sur TikTok que », etc. Bon, personnellement, je crois que, enfin j'aime bien le verbe croire, donc on appelle la croyance. Alors bon, donc il faut argumenter en face, bon, essayer d'expliquer quels sont les fondements scientifiques de l'affirmation qu'on est dans un changement climatique absolument d'origine anthropique et en accélération. Alors, le processus est en 7 étapes. On aime bien la méthodo est très importante en prospective parce qu'on a tellement vite fait de déraper vers des choses qui sont subjectives qu'on suit une méthode. Alors, on va clarifier les termes, on va identifier les attentes et les engagements dont Hervé a parlé tout à l'heure, décrire le système, très important puisque j'ai dit que c'était fondé sur un système, élaborer des hypothèses, construire des scénarios, analyser les états de confiance et élaborer des pistes d'action. C'est ce qu'on appelle la prospective action. On n'en reste pas à la spéculation intellectuelle. Alors, clarifier les termes, donc, ça dépend un peu des experts. Donc là, je vous ai mis toute une rafale d'experts. On ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Ce qui est amusant, c'est que chacun... Alors, vous voyez Marie-France Chevalier-Le Guyadère, donc elle nous a dit les mots-clés, c'est partager, certifier, rapprocher. Très bien. Donc, on a une conférence de 2 heures. On gratte, évidemment. On pose des questions. Donc Et puis, elle a préparé ça. C'est du solide. Hein. François Bontemps, qui est un sociologue, dit ben voilà, les règles d'or, c'est ça. Alors, on retrouve le mot cadre, les moyens, la liberté du chercheur, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long. Et puis, en plus, tous ces points de vue sont parfaitement recevables. Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va apparaître maintenant. Parce que finalement, la clé, c'est Heinz Wissmann, donc, qui est un philosophe, un épistémologue, donc spécialiste des problèmes de connaissance, la philosophie de la connaissance. Il nous a dit, mais finalement, la confiance, confidere, donc c'est l'origine latine, hein, qui a donné le mot foi aussi, lien réciproque d'engagement entre donneur et receveur. Voilà. Donc ça, il y a plein d'autres circonstances dans lesquelles on fait preuve de confiance. Et donc, sur quoi se base cette confiance ? Eh bien, l'enjeu de cette réciprocité, c'est la vérité, rien que ça. Alors, vous allez me dire, la vérité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la vérité, elle est fondée sur l'exactitude des faits. Bon, la science travaille avec des faits, comme un maçon travaille avec des briques. Voilà. Une thèse, c'est une brique de connaissance. Deuxième chose, la justesse des normes. Voilà, les référentiels. Ben, les référentiels, c'est toutes les théories scientifiques antérieures qui permettent de dire, ça, c'est une théorie qui est vraie. Bon, la gravité, ça a été vérifié. Et puis, bon, quand Einstein arrive, il dit, oui, la gravité, c'est vrai, mais c'est relatif. Bon, ben, démontrez-le. Une fois que c'est démontré, c'est acquis. Donc, les référentiels des normes sont très importants. Ils sont souvent liés à des valeurs, d'ailleurs. Et puis, troisièmement, l'authenticité d'expression des propos et des personnes. Voilà, parce que si une personne ment, de manière consciente ou inconsciente, évidemment, elle biaise ce qu'elle affirme. Or, dans la science, on essaie de réduire la part de subjectivité, volontaire ou involontaire. Donc, il faut absolument revenir à quelque chose d'authentique. Vous avez vu qu'on emploie le mot authentique et pas le mot sincère. On peut être sincère et se tromper complètement. Donc, vous voyez, on essaie d'avoir quelque chose d'authentique. Là, je pense de manière absolument authentique que ce que je dis, c'est vrai. Bon, jusqu'à ce qu'on démontre que j'ai tort. C'est un des principes fondamentaux de la science. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de modeste, hein. C'est quelque chose de très ambitieux. Et en même temps, c'est un socle le plus dur possible, le seul qu'on ait pour finalement dire « je suis absolument certain que ça est vrai et que je peux le partager avec l'humanité tout entière ». C'est pour ça que la plus dure de toutes les sciences et la plus fiable, la plus vraie au sens philosophique du terme, c'est les mathématiques. 2 et 2 font 4, hein, dans toutes les cultures du monde. D'accord ? Et donc, tout ce qui est construit par des sciences dites dures est démontrable. Tout ce qui rentre dans les sciences humaines est plus difficile à démontrer puisque c'est relatif aux cultures humaines et aux sociétés. Donc, vous voyez, je simplifie un peu à l'extrême, mais pour vous montrer que nous, ce qui nous intéressait, c'est de travailler là-dessus. Alors, comment construire le système ? On va chercher les acteurs. Les acteurs, les scientifiques chercheurs. On a distingué des scientifiques experts. Je développerai plus tard. Les citoyens, vous, hein, monsieur tout le monde. Les politiques qui ont la responsabilité des choix, notamment des politiques de recherche, les entreprises qui utilisent et qui mènent leurs propres recherches, les médias qui font connaître les résultats, et les milieux associatifs et les réseaux. Les réseaux, j'aurais dû mettre en majuscule, tellement ils véhiculent à une vitesse phénoménale des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses, la proportion entre les deux, évidemment, étant pas de 1.
Alors, comment est-ce qu'on peut représenter ce système? Donc, au centre, je mets le cœur du système de connaissances, université, institution de recherche, enseignement, vous connaissez ça, école d'agro, bien sûr, on est là, l'Institut Agro. Et c'est en lien avec tout un tas d'agents, la communauté scientifique au sens large, notamment les agences d'expertise, etc. Et puis, ensuite, bon, vous avez les institutions politiques, la société civile, les citoyens, via les réseaux, les entreprises et leur personnel, les médias, les journalistes, les influenceurs. Bon, oui, ça fait toute une nébuleuse. Et puis, tout ça est englobé dans un... Alors, j'ai du mal à développer. Ça y est. Ça donne des couleurs assez étranges. D'ailleurs, ce n'est pas du tout les couleurs d'origine. Du coup, ce n'est pas très lisible. Alors, ce qui est écrit, c'est variables internes de points acteurs avec leurs valeurs, leurs pratiques, leur production et leurs relations. Parce que tout ça, maintenant, est enfin, même au niveau de le laboratoire le plus sophistiqué en sciences dures, hein, eh bien, c'est lié aussi aux personnalités des gens, aux influences, etc. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Et puis, en fait, tout ça est englobé en plus, dans un milieu plus large, des variables externes, eh bien, la géopolitique et la politique, l'économie, l'environnement, qui pèsent tout leur poids sur, notamment, par le biais de l'attribution des budgets, mais également des consignes politiques, etc. etc. Et on a aussi d'exemples nombreux d'influences politiques, notamment, pas seulement dans les pays totalitaires d'ailleurs, sur des politiques liées à la recherche. Alors, là aussi, il y a beaucoup de textes, mais on ne va pas le détailler. Comment est-ce qu'on a travaillé? Alors, en fait, on travaille de manière croisée. Vous avez, alors si la flèche marche, ça va être super. Oui, elle marche. Donc, vous avez en vertical, ici, la synthèse des attentes des citoyens, et ici, la synthèse des engagements des citoyens. Alors, vis-à-vis de qui? En ligne, les chercheurs et les experts. Oh là là. C'est parti en vrille. Alors, j'espère que je peux revenir en arrière. Oui, oui, c'est bon. Donc, on a fait des cadres successifs en utilisant chaque fois les différents acteurs et en croisant les attentes de chacun des groupes d'acteurs avec les autres acteurs. Vous voyez le principe? Alors, évidemment, je vous fais grâce de la vingtaine de tableaux qui est évidemment le fruit de cette méthode qui consomme beaucoup de temps expert, mais en même temps, c'est le cœur du système, parce que c'est là qu'on trouve des choses. Alors, le distinguo entre les chercheurs et les experts, c'est que le chercheur, il affirme des choses, mais qui sont soumises au doute scientifique, c'est-à-dire qu'il dit « ce que je sais à un niveau de connaissance actuel, c'est ça. Mais je n'en suis pas totalement certain, puisque c'est soumis au doute scientifique. » L'expert, qu'on invite à une réunion dans un état-major d'entreprise, etc., on lui dit « qu'est-ce que vous savez de plus récent, de plus pointu sur ce problème-là. » Et votre doute de chercheur, on le met de côté parce que nous, on a besoin de prendre des décisions, donc il faut que vous donniez l'état de l'expertise sur cette question. Vous voyez, c'est très différent. Donc, vous pouvez dire, dans l'état de... C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de confusion au moment du Covid, c'est que la plupart des chercheurs honnêtes auraient dû répondre à la plupart des questions « je ne sais pas ». Mais c'est difficile de répondre « je ne sais pas » quand vous êtes aux 20h de France 2, et on vous a invité pour ça. Alors, quelquefois, on va un peu vite sur ce qu'on a le droit de dire. Résultat, après, il y a de la confusion puisque les experts ne sont pas d'accord. Donc, vous voyez, il y a un distinguo un peu subtil. Alors, on fait d'innombrables tableaux comme ça. Je rappelle aussi, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les variables, une variable motrice, driver en anglais, c'est plus court, c'est quelque chose qui bouge et qui va faire bouger le système. Alors, ça, c'est fondamental. C'est un levier potentiel pour faire bouger le système en fonction de contraintes extérieures, évidemment, et de la direction qu'on souhaite lui donner. Et quand il y en a beaucoup de variables, on les regroupe en composantes, c'est plus facile. Donc ça, c'est de la technique. Alors, on a travaillé, comme on est dans des contextes très différents, et qu'on travaille quand même à 2050, vous voyez, 2050, c'est dans un quart de siècle, donc il peut se passer beaucoup de choses. Quand on pense à toutes les ruptures qu'il y a eu sur les 5 dernières années, il y a eu des choses auxquelles on ne s'attendait pas tellement, l'élection de Trump, l'invasion de l'Ukraine, le Covid, etc. Si j'avais annoncé ça il y a 5 ans, vous m'auriez dit, les prospectivistes, c'est vraiment, ils fument beaucoup trop. Et en fait, c'est bien arrivé. Donc, on est obligé d'introduire des ruptures. Donc, on a pris 4 grands scénarios qui ont été pris sur étagère, comme on dit. On n'a pas construit des scénarios spéciaux. Donc, ça, c'est des scénarios qu'on retrouve assez fréquemment. Le numérique dominant, la dictature du digital, si vous voulez, un monde forteresse, donc, qui se protège parce que c'est un monde dangereux. Un monde multipolaire, à peu près équilibré, et puis une gouvernance mondiale, on peut rêver, dans lequel on arrive à peu près stabiliser tout ça. Ensuite, on a appliqué à ça les différents éléments qui nous apparaissaient déterminants pour l'évolution de la relation
entre la société et la science, notamment les pratiques scientifiques, les valeurs de la science. Alors, chaque fois, on met des hypothèses. Donc là, je vous les regrouper. Ils sont toutes. Les relations sciences politiques, les relations sciences et médias, les relations sciences et société, les relations sciences entreprises. Donc, vous voyez, vous avez deux choses complètement transversales, les pratiques scientifiques et les valeurs de la science. Et puis, en bleu, les relations avec les principaux acteurs. Et chaque fois, on fait des hypothèses. Alors, les hypothèses ne sont pas classées par colonne. Elles apparaissent simplement en fonction de ce que le groupe a trouvé. Il y en a entre 4 et 6. Ça dépend de ce que l'on trouve. Et ça, c'est vraiment le fruit de travail de discussion. Alors, souvent des discussions à une quinzaine de personnes. Donc, je vous passe les détails. C'est assez laborieux. On s'amuse beaucoup, parce qu'il y a plein d'idées, évidemment, qui sont exprimées. On fait un tri, on filtre. On a un peu d'entraînement entre prospectivistes. Et puis, à la fin, on arrive à fixer le tableau avec des mots très simples. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va construire des scénarios. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, le premier hypothèse de la variable 1, et puis, le contexte international, c'est la numérique dominant, donc j'aboutis à des pratiques scientifiques émiettées, des valeurs de la science sont en fonction des groupes d'intérêt, les relations sciences politiques, elles sont une république d'experts, les relations avec les médias, la science est instrumentalisée par les médias, relativisation générale avec la société, et puis relations sciences entreprises, rentabilité d'abord. Donc finalement, en choisissant ces morceaux, ces briques, je vais fabriquer un scénario dit jaune qui va me permettre de fixer les idées. Alors évidemment, on en fait d'autres. Hein. On balaye on prend le critère le plus important, puis on en balaye les valeurs, et puis on construit un deuxième scénario. Alors celui-là, il va s'appeler « Une société déboussolée par la dispersion des discours scientifiques ». Évidemment, à la fin, on donne un titre pour s'y retrouver. Et ainsi de suite. Donc évidemment, je vous fais grâce de tout ce cheminement. Ça consomme beaucoup de temps, mais en même temps, c'est là où s'élabore vraiment une pensée collective avec des divergences et des convergences. Alors, quels sont ces scénarios? Pour chacun, on a préparé un narratif. On explique, on raconte une histoire. Un scénario, c'est vraiment une histoire. On explique les attentes des acteurs de la société, puisque c'est ce qui nous intéresse, et la réponse des acteurs de la science. C'est ça qui est capital quand même. La société, qu'est-ce qu'elle attend de la science? Et réciproquement, puisque vous avez bien noté depuis le départ que ce qui crée la confiance, c'est la réciprocité. Et donc, on essaie d'estimer l'état de la confiance en 2040 ou 2050, si ça vous chante, ça ressemble beaucoup. Et puis, les enjeux pour la science, puisque c'est de la prospective action. Alors, la diapo suivante vous montre un exemple de supersynthèse. Là encore, je ne vais pas détailler, puisque je vais surtout détailler les 6 scénarios que vous verrez ensemble. Donc, on raconte un narratif. Là, on est dans l'exemple 1, sciences et société, sous dépendance du numérique, des entreprises du numérique. Donc là, c'est un monde digitalisé. Donc, vous voyez le titre ici. Alors, le narratif, alors ça, je ne sais pas pourquoi ça saute. Bon, on va arrêter. Voilà, on va y arriver. Voilà. J'y touche plus avec ma petite flèche. Donc, le narratif monde dominé par les géants du numérique, ça vous rappelle des choses, mais il est amplifié parce qu'on est dans 20 ans quand même. Les scientifiques dépendent énormément de ces outils-là. Le réel est façonné à partir de données et d'images. Il faut imaginer que l'ordinateur quantique sera au point, donc 1 million de fois plus petit et 1 million de fois plus rapide à peu près. Donc ChatGPT, ça sera un aimable prototype oublié depuis longtemps. Vous imaginez donc ce que ça pourrait donner. Alors, les attentes des acteurs de la société, toujours plus de progrès techniques pour plus de bien-être et de praticité. Et réponse de la science, un usage massif de données non vérifiables, ça va trop vite, peu de normes, abandon de l'expérimentation, quelques pôles de résistance. C'est-à-dire la machinerie, le numérique, broie tout sur son passage, justifiant le qualitatif par le quantitatif. L'attente des acteurs de la science, on aimerait avoir accès à des données, et des vraies, rappelez-vous, l'exactitude des faits, à des outils numériques, le quantitatif est plus reconnu que le qualitatif. Ça, c'est extrêmement dangereux quand même. Donc, vous voyez, derrière, il y a une menace. Réponse des acteurs de la société, écoutez, oui, faible questionnement, ça ne concerne pas tellement. Donc, financement participatif pour des recherches portées par des pôles de résistance. Il y aura donc des pôles de résistance scientifiques disant que pour faire de la bonne science, il faut quand même garder une éthique de la recherche. Mais sous le rouleau compresseur donc du digital, ça sera bien difficile à faire. Donc l'état de la confiance en 2040, la science s'en remet aux entreprises du numérique et la société fait confiance à la science par pragmatisme et ou ignorance. Bon.
Et l'enjeu pour la science, c'est conservation d'une liberté et d'une créativité minimale indépendante des pressions des entreprises, de la logique des marchés, etc. L'indépendance d'esprit du chercheur est absolument capitalissime, c'est son oxygène, sinon il est forcément sous influence. Vous voyez, ce n'est pas des petites choses, hein. Même si sous des dehors de praticité on a intérêt à le faire, c'est quand même important de s'y préparer. Alors j'ai détaillé uniquement celui-là, et les 6 scénarios sont les suivants. Donc c'est sur le même principe, hein, donc faites-moi confiance. Évidemment, l'étude complète sera à votre disposition. Donc le premier, maintenant, je l'ai un petit peu détaillé. Vous avez vu comment on le construit et comment on le documente. Ensuite, le deuxième, c'est une société déboussolée par la dispersion des discours scientifiques. Dans le premier, au moins, il y avait un axe dominant, hein. Le deuxième, ça va dans tous les sens, et la société est déboussolée. Le troisième, on est en synergie parce qu'on a identifié des communs, des biens communs, des biens qui peuvent être immatériels, hein, et donc la science est au service de cette synergie. Le quatrième, une société méfiante vis-à-vis d'une science inféodéopolitique. C'est le politique qui prend la main, donc c'est lui qui oriente ce qu'il aimerait qu'on démontre. D'accord ? On n'a pas besoin d'aller chercher très loin des exemples. Le cinquième, une synergie à échelle régionale et ouverture aux valeurs d'un monde multipolaire. Donc là, on a des grands pôles, hein. Bon, la science universelle, c'est un peu lointain, donc il y a un pôle, je dirais, Amérique, un pôle Europe, un pôle Afrique, un pôle Moyen-Orient, un pôle Asie, hein, et puis chaque grande région fait du lobbying pour imposer sa vision de la science. N'oubliez pas qu'en deuxième élément, il y avait la valeur des normes par rapport à des références. Et les références peuvent être des références culturelles. Et le dernier, société fragmentée, science en perte de crédibilité. La science, c'est bien gentil, mais finalement, ça sert à nous faire rêver, hein, parce que c'est spectaculaire, parce que c'est joli, parce que étudier les trous noirs, c'est assez amusant, étudier l'infiniment petit, les quarks, les gluons, etc., c'est drôle, voilà. Et puis, faites-nous rêver avec des choses, des animations, de la modélisation dans tous les sens. Mais finalement, bon, vous êtes là pour finalement donner une belle image du monde, mais ça ne remet pas en cause nos priorités. Donc une perte de crédibilité. Alors si on le met sur un double axe, parce que c'est très pratique, tout travail de prospective doit se terminer par un seul graphe. Donc voilà, pour faire simple. Donc on va du local au global en axe des X, et puis on va des degrés de confiance de négatif au positif. Et là, on peut positionner, vous voyez, les 6 grands scénarios. Évidemment, le pire, c'est d'être obligé de rester à l'échelle locale avec très peu de confiance. Donc là, une société méfiante, une société fragmentée. Vous voyez, c'est très lié à l'état de la société quand même. Et puis aller vers, évidemment, l'idéal, société et sciences en synergie au service des communs. Donc vous voyez, il y a une ambition. Il faudrait monter le long de la diagonale. On peut rester au niveau d'une faible niveau de confiance, mais avoir quand même quelque chose d'assez fiable. Mais il y a une dispersion, un risque de dispersion, il n'y a pas d'appropriation collective globale des discours scientifiques. Et donc, vous voyez bien, là, il manque quelque chose, quelle que soit la qualité du discours scientifique. Et puis, à l'opposé, c'est l'inverse, et on croit la société plutôt que la science. Donc, tout ça est très relatif. Alors, étape suivante, quels sont les leviers ? Bon, là, encore beaucoup de texte, je suis désolé, mais c'est simplement pour vous montrer que dans tout ce travail-là, c'est difficile à illustrer, hein. Dans tout ce travail-là, vous avez des défis. Bon, dans le défi numéro 1, l'enjeu, c'est le numérique dominant, c'est Big Brother digital. Les défis, c'est réduire ou limiter le poids des entreprises, des acteurs privés du numérique et développer une souveraineté européenne. Donc là, vous avez un certain nombre de leviers. Donc là, on les a développés. On ne va pas du tout rentrer dedans. C'est pour vous montrer la manière avec laquelle on travaille. Parce qu'en dernier ressort, ce qui nous intéresse, c'est de donner aux acteurs de la science les moyens de peser et d'aller dans le bon sens. Alors, les actions à mener, on retrouve c'est toujours les mêmes logos, hein, les 6 scénarios sur la gauche, hein, avec numérique dominant, société déboussolée, etc. Et chaque fois, on redit quels sont les mots-clés. Donc là, vous avez les mots-clés sont toujours en couleur, hein. C'est des choses assez simples, finalement, qui permettent de visualiser quels sont les grands axes sur lesquels le monde de la science au sens large, hein, doit s'engager pour éviter d'aller vers une situation dont on ne voudrait pas, par exemple le dernier scénario, le scénario 6, ou au contraire aller vers un scénario qui nous intéresserait, par exemple le scénario 3, aller développer le service des communs.
Alors là, ce schéma, à mon avis, il est... Bon, là aussi, il y a beaucoup de textes. Ce qui est important, c'est de voir que c'est un édifice, et qu'en plus, c'est un édifice qui est croisé. Alors, on a mis du temps à trouver ça, hein, donc, et puis à construire les différentes flèches. En fait, vous avez, donc en bleu, à droite, les attentes de la science, d'accord, vis-à-vis de la société. Et en bleu clair, à gauche, donc je dirais peut-être le transept, hein, les réponses de la société telles qu'on peut les lister par les recommandations de Prosper faites à la suite des réponses de la société face aux attentes de la science. Très bien. Et vous devez croiser ça avec l'axe principal. Vous avez d'un côté les attentes de la société, qui est de votre côté, en vert, avec, par exemple, la preuve de l'utilité de la science. Quelquefois, les gens qui me disent « Oui, mais vous, les scientifiques, est-ce que vous servez vraiment à quelque chose ?» Bon, c'est une question un peu incongrue, mais il faut y répondre. Vous avez une demande de connaissances vraies et fiables. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur... Vous pouvez me démontrer le changement climatique, par exemple, ou la montée du niveau de la mer? Des connaissances vraies et fiables. C'est assez naturel. Vous avez la réponse aux enjeux planétaires. Bon, ça, évidemment, est-ce qu'on va vers une catastrophe? Est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'on exagère? Puis la reconnaissance du pluralisme des savoirs et des cultures. Vous savez, ma grand-mère, elle savait des choses sur les plantes que les meilleurs botanistes ne savent pas. Il faut répondre. Enfin, dans ces cas-là, il faut y répondre. La bonne réponse, c'est certainement. Est-ce que je peux savoir ce qu'elle avait trouvé? C'est fruit d'une connaissance ancestrale. Et on a souvent démontré que les savoirs locaux, ce qu'on appelle les savoirs profanes, ces mots, parce que c'est intéressant ce mot savoir profane. Profane, ça vient de profanum, qui est devant le temple. Comme si la science était une sorte de temple réservé à des initiés. Alors ce qui est intéressant, c'est le savoir profane, c'est le savoir du peuple qui ne rentre pas dans le temple parce qu'il ne sait pas, il est filtré. Il n'empêche, il a un savoir qui fait partie de la grande famille des connaissances. Et donc, il faut en tenir compte. Et en face, vous avez les réponses en rouge, les recommandations faites à la science pour répondre à la société. Donc, je ne détaille pas non plus, là, vous avez tous les éléments qui ont été la supersynthèse. Alors, l'intérêt, c'est de montrer que c'est vraiment une co-construction. Là, vraiment, le mot co, enfin, le préfixe co est vraiment justifié. On ne construit pas tout seul dans son coin de la confiance. On la construit avec les personnes avec lesquelles vous êtes en dialogue. Et là, comme l'enjeu, c'est la société et le monde de la science, eh bien, il doit nécessairement écouter d'abord l'autre, au sens d'un dialogue. Un dialogue, c'est prendre le risque de la pensée de l'autre. Prendre le risque de la pensée de l'autre. Ça veut dire être capable de se dire, et si l'autre avait raison? Donc, du côté de la science, je dirais c'est une démarche assez naturelle. On remet en cause sa théorie, c'est l'approche de Karl Popper. Tant que vous ne démontrez pas que j'ai tort, j'ai raison. Mais vos critiques, elles sont peut-être très fondées. Donc j'ai intérêt à regarder comment vous voyez ma théorie. Ah ben oui, finalement, vous avez raison. Et ça n'entame pas ma personnalité. Évidemment, c'est un peu difficile à dire, mais ça n'entame pas ma personnalité propre. Ça attaque mon travail de chercheur. Et si on démontre que j'ai tort, j'en change et puis je m'adapte. Donc vous voyez, c'est relativement facile. Par contre, dans la société, c'est beaucoup plus subjectif. Donc c'est très difficile de rentrer dans le sens du dialogue complet entre société et science. Vous voyez, il y a une asymétrie de perception. Donc voilà le schéma que je voulais montrer. Alors, ça va être important. On approche de la fin. Récapitulatif des recommandations, parce que tout ça, au total, on a fait évidemment un croisement de toutes les recommandations qu'on a faites et on en a trouvé 7. Alors c'est très polarisé, je reconnais, c'est très polarisé par le monde de la recherche, puisqu'on est vraiment dans la science et la science relativement poussée. La première, c'est de réconcilier urgence et temps long. Vous vous souvenez que j'ai démarré en parlant de ça, en disant, sous pression de l'urgence, on ne raisonne pas très bien. Alors qu'en réalité, les grands enjeux sont souvent de moyen ou de long terme. Donc, comment rétablir cette capacité de gérer à la fois l'urgence et puis de gérer le temps long? Comme disait Talleyrand, quand c'est urgence, c'est déjà trop tard. Donc, si on ne traite jamais que les urgences, on ne peut jamais traiter les problèmes sur le fond. Deuxième élément, co-construire la science avec tous les acteurs. Et ça, le plus tôt possible. Bon, tous les petits Platons, les petits débrouillards, etc. Tout ce qu'on fait, même en maternelle, c'est utile. Ça permet d'aider à observer des faits. On observe que très tôt, un bébé est capable de savoir que quand on met un écran, qu'on lance une balle d'un côté, eh bien, la balle va ressortir derrière l'écran qu'on a mis sur le sol. Et au bout d'un moment, quand on lance une balle, il va tourner la tête et il va attendre que la balle sorte. Donc il a fait une déduction, une balle circule alors qu'il ne la voit plus.
eh ben ça, c'est 18 mois. Et donc, c'est apprendre à l'exactitude des faits qui se répètent. Donc ça, c'est très important. Troisièmement, professionnaliser la médiation scientifique dans les institutions. On n'est pas très bon. On considère que publier dans Nature ou Science, c'est l'Everest de son boulot. Ben non, parce que si vous touchez seulement une toute petite communauté d'autres spécialistes de votre domaine, ben vous n'avez pas touché le grand public, alors que peut-être ce que vous avez fait comme travail est extrêmement utile pour la société et voir le monde. Progresser en outils et méthodes d'influence, il ne faut pas se leurrer. Hein, si vous n'apprenez pas à utiliser ces outils, vous en serez la victime. Ou en tout cas, vous en serez le jouet. Valoriser le journalisme scientifique, c'est très important. Souvent, quand on parle de choses complexes, il y a des gens dont c'est le métier, et moi j'admire ce métier-là d'ailleurs, parce que j'ai été plusieurs fois interviewé, j'ai fait un peu de radio, un peu de télévision, etc. Moi, ce que j'admire, c'est on prépare l'émission, un quart d'heure, une demi-heure, et puis à la fin, donc la personne, elle me dit finalement la clé de ce que vous voulez dire, c'est ça, ça et ça. Et je suis scotché chaque fois. Je me dis, mais oui, c'est exactement ça. Mais je ne l'aurais pas formulé moi-même comme ça. Et la personne me dit, ce qui va intéresser les personnes qui nous écoutent, hein, bon, quand on passe à France Inter et qu'on vous dit qu'il y a 400 000 personnes, il vaut mieux réfléchir à ce qu'on va dire. Vous dites, non, vous inquiétez pas. Moi, je sais ce qui va intéresser les gens. Et donc, il faut se former et valoriser le journalisme scientifique. Participer à la formation des politiques. Alors ça aussi, c'est un vaste programme. Les politiques, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intéressés, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Donc il y a une telle niagara d'informations. En plus, une bonne moitié, voire les 2/3, sont douteuses ou invérifiables. Comment discerner? Donc il faut les aider. Et les hommes politiques ne sont pas contre, ils sont plutôt de bonne volonté. Mais il faut travailler à cette dynamique-là. Et puis, intégrer la diversité des cultures du monde. Alors j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie, effectivement. Notre schéma mental formé en Occident, ben, il est souvent un peu en turbulence face à des visions du monde qui sont complètement différentes. Et donc, il ne faut pas l'imposer, même si on est persuadé que notre approche scientifique est rigoureuse. Dans bien des cas, il faut l'adapter à la capacité d'attention des autres, à leur attente, à ce qui les intéresse vraiment. Et donc, vous voyez, changer un peu son regard. Hein. La science n'est pas un bulldozer, hein. Elle est quelque chose d'assez subtil. Et puis surtout admettre que même si vous avez une vérité scientifiquement démontrée, elle peut être relative sur certains points, voire elle mise en difficulté ou en tout cas en incertitude. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Même en mathématiques, il était démontré que, c'est le deuxième théorème de Gödel, que dans toute axiomatique donnée, il apparaît des indécidables. Incroyable. En mathématiques, on a pu démontrer que structurellement, il y a des indécidables qui apparaissent. Alors ça rend modeste. C'est très bien. Et donc, ouvrir la science aux citoyens, ça, évidemment, alors que pour l'instant, elle a plutôt tendance à être relativement élitiste, c'est tout à fait capital. Et réciproquement, sinon, je contredis mon principe initial. Et donc, je rappelle ces éléments, hein, c'est très important, l'exactitude des faits, la justesse des normes, l'authenticité d'expression des propos et des personnes. Ça me paraît tellement puissant comme expression que je l'ai rappelé ici. Hein. Alors, dans ces conditions, à qui ou à quelle structure feriez-vous confiance pour construire un futur désirable? C'est tout l'enjeu qu'il y a derrière, une fois qu'on a dit ça. Voilà ce que je voulais rajouter. Et ça, c'est une photo que j'ai prise à la COP de 2017 à Bonn. Et j'ai bien aimé au stand de l'UNESCO cette simple phrase « Changing minds, not the climate ». Voilà, qui résume assez bien cette approche à la fois ambitieuse et modeste, de manière à ce que la société adhère à ce que la science a de meilleur et que la science ait la modestie d'écouter la société. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer pour un temps de 20 minutes de questions libres, et avant de passer à ces deux questions qui suivent. Voilà, donc Hervé et moi, nous sommes à votre disposition en fonction des questions. Je sais qu'il y a aussi des questions qui viennent. Ghislaine, peut-être? Pour le moment, je n'en ai pas. Bon. Parfait, merci.
Merci. Je me jette à l'eau, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Denis, quand tu dis la société, dans tes scénarios un peu archipélisés, on aimerait qu'il y ait un S, parce que, comme tu l'as rappelé, il y a la nôtre, mais il y a celle des voisins, et puis des voisins encore plus lointains. Et ce qu'on fait, nous, dans une société, même si on le fait bien et que les autres le font mal, voilà, il y a des problèmes de concurrence sur la vérité, la norme, les grandes décisions planétaires, etc. Donc comment cette pluralité possible des sociétés est-elle intégrée dans tes scénarios ? Alors, effectivement, on a fait une simplification abusive. On a dit la société et la science. En fait, j'aurais dû en toute rigueur dire les sociétés et encore dans quel contexte on peut y répondre. Ceci dit, sur la biblio, on a beaucoup travaillé sur les invariants qu'on retrouvait, que ce soit les approches américaines, par exemple, ou les approches asiatiques, ou même chinoises, indiennes aussi. On a regardé comment est-ce que c'était perçu. Alors, la société indienne, c'est une telle mosaïque qu'on pourrait presque dire qu'il y a des grandes différences selon les grandes régions de l'Inde. Ce n'est pas la société confucéenne qui est au nord non plus. Donc, la religion imprègne beaucoup d'ailleurs la perception de ce qu'est la vérité. Donc, alors, on n'a pas voulu faire des distinguos par grandes régions et on a essayé de chercher ce qui était vraiment transversal à tout ça. Et on s'est aperçu que c'était en fait surtout ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre les deux. C'est le lien entre les deux, la qualité du lien entre les deux. Et donc finalement, c'était cette fameuse co-construction. S'il y a un déficit, le bâtiment il penche, quoi. S'il y a un déficit d'un côté par rapport à l'autre. Donc on a cherché à savoir qu'est-ce qu'étaient les invariants mondiaux finalement qui permettaient d'équilibrer dans les deux sens les deux attentes. Et quand il y a un déséquilibre, quand il y a une science d'État par exemple, je pense à la science soviétique, on voit bien qu'elle a fini par dire des bêtises complètes, quoi. Parce que, notamment en génétique, tu connais bien ça, Lysenko et compagnie, parce que on peut pas, si on n'écoute pas la société et les vrais chercheurs, à ce moment-là, faire de la géopolitique avec de la science, ça donne de mauvais résultats. À l'inverse, les pressions sociétales sur ce qui est bon à dire pour la science, c'est pas bon. On a des exemples aux États-Unis aujourd'hui avec des lobbies puissants. Donc je vous recommande le livre de Oreskes et Conway, Les marchands de doute, quoi. Donc, les grandes entreprises qui financent des doctorats sur, par exemple, les 5% des grands fumeurs qui n'ont jamais de cancer. Donc, ils financent énormément de thèses là-dessus. Résultat, quand on fait de la bibliométrie, 30% des publications montrent qu'il n'y a pas de lien entre fumer et avoir un cancer. Ah ouais, 30%? Incroyable, hein? Moi, je pensais que c'était beaucoup moins. Mais vous voyez le biais. Donc, vous voyez, les entreprises ont utilisé le fait qu'on avait un grand nombre de publications sur un tout petit nombre de cas, et donc l'extrapolation est fallacieuse. Donc là encore, on a une tricherie au point de vue scientifique du terme, quoi. Et on a la démonstration. Donc on a essayé d'équilibrer ça, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des intérêts explicites et assez visibles, je dirais, à tirer la science vers leurs propres intérêts. Donc on a fait, une cote mal taillée, sachant que c'était très compliqué de le faire en fonction des pressions. Il y a aussi des pressions religieuses. J'ai une amie prof de physique en Tunisie, Fawzia Charfi, la femme du ministre de l'Éducation nationale, qui m'a raconté un jour cette histoire étonnante. Elle faisait un cours de physique en prépa et il parlait de la lumière. Bon, alors elle dit, voilà, la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, etc. Elle continue. Et une main se lève. Écoutez, non, madame, la vitesse de la lumière est infinie. Non, elle n'est pas infinie, il a peur, on s'en sert pour mesurer la distance des galaxies, etc. Non, elle est infinie. Ah bon, pourquoi ? Parce que la lumière, ça se dit Nour en arabe, et Nour, c'est un des noms de Dieu. Donc Dieu étant infini, la vitesse de la lumière est infinie. Bon, vous voyez le glissement du biais complet de la physique à la métaphysique, et même religieux. Donc elle a dit, non, attendez, on va faire une cloison étanche entre les deux. Donc effectivement, si Dieu est lumière, il peut être considéré comme infini, mais là, on fait un cours de physique. Donc voilà, dans toutes les cultures du monde, toutes les religions du monde, la vitesse de la lumière, elle est mesurable, quoi. Donc c'est un fait objectif. Voilà. Donc vous voyez le danger aussi de tirer donc, des éléments. Et là, on a tous cette tentation-là. Donc il y a la nécessité de se défaire de ces filtres dans toutes les sociétés pour éviter de biaiser la perception de la science. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à une question aussi complexe, mais j'ai essayé.
Oui, je pense que tu as très bien répondu. Peut-être pour compléter, effectivement, c'est toujours c'est très imparfait de faire des grandes bulles comme ça sur la société. C'est tout comme tous les raccourcis, comme dire les étudiants pensent que, ou les profs ont fait ceci. C'est absurde, mais au-delà de ça, on a aussi postulé, Denis a parlé d'invariants, mais il y a quand même beaucoup de connexions. En tout cas, pour la science, il y a sans doute des sciences, mais il y a aussi... il y a quand même de fortes interconnexions entre les scientifiques à l'échelle mondiale qui fait qu'on pourrait parler quand même d'une espèce de consensus scientifique. Et sur les sociétés, c'est évidemment un peu plus compliqué, mais il y a aussi beaucoup de connexions, au point qu'on peut se demander s'il n'y a pas des invariants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on, même si quand on a occulté effectivement ce grain de grande diversité entre les sociétés, malgré la conscience qu'on avait bien de différences culturelles, mais à ce moment-là, elle se réinvite au niveau des scénarios. Et d'ailleurs, Denis il a fait allusion, quand il a parlé dans l'un des scénarios, de la gouvernance qui se passe à ce moment-là au niveau de certaines sociétés, justement, qui recréent des consensus, mais pour l'Asie, pour l'Amérique, ou pour voilà, et qui enferment finalement leur système dans leurs frontières. Donc on retrouve à ce moment-là des choses qu'on n'a pas mises au début, mais quand on analyse des scénarios, les enjeux, les conséquences de ces scénarios, eh bien, on voit se réinviter ces domaines-là. Donc en fait, en prospective, c'est pas toujours grave de ne pas avoir pris toutes les dimensions de tous les grains. On fait des raccourcis, certainement. Mais à ce moment-là, on voit que dans l'analyse, on voit les choses importantes se réinviter dans le débat. N'ayez pas peur, on ne fera peut-être pas des réponses aussi longues pour tout. Merci. Merci à tous les deux pour cette réponse. Dans la discussion que vous venez d'avoir, on part du principe que l'accumulation de faits, en fait, va aboutir à la vérité, ce qui est une vision peut-être un peu naïve et peut-être un peu scientifique aussi. J'ai l'impression que la recherche de la vérité n'a plus tellement autant d'importance que ça dans les sociétés actuelles. Et du coup, j'ai du mal à imaginer les scénarios les plus optimistes parmi les 6. Parce que si on n'arrive pas à rétablir la confiance ou la recherche de la vérité, entre guillemets, qui a plus autant d'importance qu'avant, me semble-t-il, en quoi est-ce qu'on peut espérer que les scénarios les plus optimistes pour la réconciliation du lien science-société soient, non pas peut-être pertinents, mais tout au moins probables? Alors, c'est un peu, je le sais, Denis compléter, mais en fait, la réponse est un peu dans la question. Effectivement, dans ce schéma où la question qui est posée, c'est la perte de confiance, je me dis, s'il y a perte de confiance, les scénarios optimistes, on ne peut pas y croire. Effectivement, en tout cas, on a du mal à y croire. Mais en réalité, justement, c'est à ça que ça sert, la prospective. C'est pas de dire c'est probable. D'ailleurs, tu as utilisé le mot à la fin, est-ce que ça peut être probable? Au fond, on ne se prononce pas sur le degré de probabilité. On essaie là encore, de remettre sur la scène un degré de vraisemblance ou de possibilité ou de plausibilité. Ce sont ces mots-là qui nous animent parce que, voilà, on peut se dire, on va laisser passer l'émotion, le sentiment qu'on a perdu de la confiance. Alors, on n'a pas vraiment mesuré, mais on a ce sentiment-là. Au départ de l'action, on a vraiment eu ce sentiment très fort. On est convaincu que ça. Mais on voit plein de faits. Mais au fond, le revoir des scénarios qui sont possibles, c'est ça, et de les mettre au même rang que des scénarios, qu'ils soient optimistes ou pessimistes, au fond, ça nous oblige à une analyse froide. Ce qu'on a du mal à faire. Enfin, on dit souvent qu'en prospective, on apprend à penser contre soi-même, parce qu'on est quand même sujet à des émotions, à des croyances, à des sentiments de vraisemblance. Tu as dit, on a du mal à imaginer. C'est justement ce qu'on a du mal à imaginer que nous, on dit, ils sont possibles. Ils sont donc imaginables. Après, on va s'intéresser à leur degré de vraisemblance, de probabilité. Il y a des gens qui se font des nœuds dans la tête pour savoir est-ce que c'est plus probable, est-ce qu'on pourrait le probabiliser, est-ce qu'on pourrait mettre des chiffres par la virgule. Au fond, en prospective, on n'est pas tellement de cette école-là, on est plutôt de se dire, comme Denis l'a dit au début, la prospective, c'est la recherche de marge de manœuvre. Au fond, c'est de se dire, mais ce scénario-là, ok, j'avais du mal à l'imaginer, mais vous me dites qu'il est possible. Ok, je ne sais toujours pas s'il est probable ou improbable, mais au moins, je m'oblige à y croire. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et on va y venir. C'est comment on peut trouver des leviers d'action pour anticiper l'arrivée d'un tel scénario.
pour s'adapter à ce scénario-là. Donc ça nous permet de nous échapper finalement de l'émotion que peut créer chacun des scénarios et du degré de croyance, du degré d'adhésion qu'on peut avoir. Mais c'est le premier réflexe normal. On nous raconte une histoire, on dit c'est quoi cette histoire? J'y crois pas, ça me fait plaisir. Oh là, voilà. Ben, en fait, on les pose à froid en prospective. Alors, moi, je répondrais, c'est très bon comme approche, parce qu'il y a un souci de finalité à ce travail-là. Moi, j'aurais un autre angle de vue, complémentaire de celui-là, c'est de dire que parmi la multiplicité des discours sur un phénomène quelconque, parler du changement climatique, alors on entend absolument de tout, la montée du niveau de la mer, ou le risque de pandémie, de nouvelles pandémies, tout ce que vous voulez. Ce qui est un objet de science au départ, vous avez un tel kaléidoscope, je dirais, de théories, de convictions personnelles, qui sont plus ou moins transparentes, on voit les intérêts souvent derrière, qu'à la fin, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est démontrable et qui est partageable de manière objective. Heidegger disait une jolie phrase, il disait « La science est en dernier ressort un langage bien fait ». Pas plus. La science est en dernier ressort un langage bien fait. Pourquoi? Parce que tous les autres langages, ils sont biaisés. Ils ont de la subjectivité. La science, c'est le moins mauvais, c'est le moins biaisé, c'est le moins subjectif, c'est le moins sujet à risque de dérive ou d'intérêt, d'affectivité ou de vision de tous les langages qui existent. C'est pas rien. Il n'y a rien de plus objectif que ça. On n'a pas mieux. Ou alors on est dans le domaine de la croyance. Donc on sort du domaine de l'exactitude des faits, l'authenticité, etc., ce qui a été dit. Donc moi, en dernier sort, je dis aux gens, écoutez, quand il y a quelque chose de très polémique, dans lequel, oui, j'ai entendu ça, j'ai lu ci, j'ai rencontré une personne qui m'a dit que, vous voyez la qualité du socle derrière, hein. Et je dis, écoutez, moi j'ai lu le dernier rapport du GIEC, il y a 6000 personnes qui ont travaillé pendant 4 ans pour pondre un résumé exécutif de 30 pages. Bon, c'est pas très amusant à lire, mais enfin, je l'ai lu. Ça a l'air assez solide quand même ce qu'ils disent. Et puis surtout, ce qu'ils ont dit il y a 10 ans, ça a été vérifié par les mesures. Donc, voilà. Donc l'exactitude des faits, c'est ce qu'ils ont dit il y a 10 ans, on le mesure aujourd'hui. Donc ça doit être quand même, ça doit avoir un certain degré de véracité ce qu'ils disent. Vous avez mieux? Si vous n'avez pas mieux, on s'en contente, mais c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, cette modestie permet de finalement dire, écoutez, quand on a dans le tourbillon de ce qu'on entend, etc., allez, on se calme un peu. Sur quoi on peut s'appuyer? Quel est le socle solide sur lequel on peut s'appuyer? Et là, moi, je crois que c'est à la fois grandeur et servitude de la science. Hein. Grandeur parce que, c'est du solide. Servitude, ouais, mais on peut pas répondre à tout. Et comme la complexité des problèmes augmente avec les changements, on ne peut pas répondre à tout de suite, quoi. Donc ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de la prise de recul, ça demande d'être filtré, etc. Et ça, c'est la méthode de la science. Elle ne peut pas aller plus vite. Sauf que son avantage, c'est qu'elle sort quelque chose d'un peu plus vrai. Parce que la vérité, ça n'existe pas. Hein. La vérité avec un grand V, évidemment, c'est une vérité relative. Eh bien, on progresse vers quelque chose qui est un peu plus vrai que la plupart des autres discours qui n'ont pas le même appareil méthodologique et, je dirais, éthique de la démarche scientifique. En dernier ressort, c'est une morale. Donc ça, c'est pas rien quand même. Hein. C'est pour ça que l'éthique scientifique, c'est pas un vain mot. L'épistémologie, c'est pas une dimension mineure de la philosophie. Et là, je pense, c'est notamment dire ça dans un institut à l'Institut Agro, c'est important. C'est qu'on acquiert des méthodes, des connaissances, des systèmes, des théories, des algorithmes qui peuvent aider à appuyer sur ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est comme barrer au sillage, hein, ça aide. Mais ça restera toujours des outils au service de l'intelligence humaine, une intelligence créative. Ce n'est pas uniquement déductive. Aussi, je n'ai pas insisté là-dessus, mais la science, c'est aussi une science inductive. La création d'idées, c'est quelque chose qui est spécifiquement humain. Et donc, j'ai le droit aussi d'avoir des idées que je ne peux pas démontrer. C'est peut-être une idée géniale. Heureusement qu'il y a des gens qui créent des idées à contre-courant. Mais après, on les attend au tournant. Tout
toute la littérature qu'il y a autour d'Einstein, cet héros révolutionnaire, à mon avis, est très intéressant au point de vue de l'épistémologie. C'est tellement renversant qu'en première réaction, on dit non, mais il délire, quoi. Donc, que la lumière du Soleil soit déviée par les masses des planètes qu'elle frôle, ça ne tient pas debout, c'est n'importe quoi. La lumière, c'est en ligne droite, etc. Les photons, j'avais vu un photon se dévier de sa trajectoire. Ah ouais, mais si l'espace est courbe, c'est quoi l'espace courbe? Vous voyez, c'est vraiment vertigineux. Aujourd'hui, ça paraît banal, hein, on fait des dessins super, etc. Mais à l'époque, c'était un bouleversement complet de notre vision du monde, quoi. Donc, et ça, donc voilà, on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait inductif, déductif. On a le droit d'avoir des idées les plus folles, quoi. Après, elles doivent passer au tamis de garder que les pépites. Tout le reste, c'est du sable. Et donc la science, ça permet justement d'aider à ce tri. D'aider, je ne vais pas dire d'être le seul filtre, hein, d'aider à ça. J'ai une question. On a parlé de la vérité. On est dans un contexte assez spécial ce soir. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que la vérité alternative conduit beaucoup de gens à penser totalement aux antipodes de la démarche scientifique. Et en plus, vous parliez des leviers d'action, de comment parler avec les politiques pour les éclairer. En fait, ma question, c'est quelle place aujourd'hui à la science pour lutter contre la vérité alternative et comment faire pour aider les scientifiques à avoir ce rôle de levier d'action pour avancer plutôt vers la lumière, enfin, que osciller n'importe comment. Oui, Camus disait « La vérité est une, le mensonge est multiple, le combat est inégal ». Bon, donc je pense que c'est un bon résumé. C'est difficile de lutter contre toutes les formes de distorsion de la vérité, hein, sans parler des mensonges délibérés pour des raisons objectives. Donc je crois que dans ces cas-là, puis en plus, je l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin du temps long pour filtrer. On ne peut pas dire tout de suite « Ah, ça c'est faux, ah, ça c'est vrai ». Donc il faut du temps, il faut vérifier, il faut apprendre. Les théories du professeur Raoult, je suis pour, je suis contre, je le crois, c'est le domaine de la croyance. Bon, au bout d'un moment, on fait des expériences en double aveugle et puis on démontre que ce qu'il avait avancé, ça avait une valeur scientifique ou pas. Ouais. Donc, mais il faut un peu de temps, et ça sur des années. Donc je crois qu'il y aura toujours plus de théories fumeuses ou d'affirmations invérifiables que de vérités scientifiques. Mais il faut travailler toujours de la même manière, de manière à ce que à la fin, ce soit inattaquable. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait fondamental. Alors peut-être qu'on peut dire que le pas de la science est trop lent par rapport au pas de la vitesse à laquelle les rumeurs circulent, etc. Mais j'ai, d'une certaine manière, je suis optimiste dans le fond, d'une certaine manière, ce qu'on appelle le bruit en informatique, le brouhaha médiatique, etc. Et finalement, toutes les théories qui vont dans tous les sens se neutralisent. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut réellement croire? Qu'est-ce qui sort? Sur quoi on peut s'appuyer vraiment? Et je pense qu'il y a cette exigence de vérité qui est au cœur de chaque personne, hein, et puis au cœur de chaque société aussi, vers quoi on va. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça, forcément, on peut aller vers quelque chose qui est positif que si on s'appuie sur du réel. Bon, il paraît que 9% des Américains croient que la Terre est plate. Bon, si c'est dans le domaine de la croyance, et tant qu'il n'y a pas de conséquences pour la science ou la société ou l'organisation des missions spatiales ou le système de code télécommunication mondial, ça va. Bon, par contre, ce qui est plus grave, c'est que si ça influe sur une manière de gouverner le monde. Et ça, c'est plus dangereux. Croire ou pas. Là, on sort de Cali, la grande conférence sur la biodiversité. Bon, on se met à peu près d'accord sur le fait que ça ne va pas bien, quoi. Mais sur les 800 milliards demandés, on n'en a mis sur la table que 130, quoi. Donc ça ne va pas. Alors au moins on a admis les peuples autochtones comme gardiens de la biodiversité. C'est bien, donc on avance par tout petits pas, alors qu'en fait il faudrait faire des grands pas. Donc peut-être le temps de la science est un petit peu trop court par rapport aux urgences qu'on a. Donc peut-être qu'un jour on en prendra compte. Je trouve que, je suis complètement d'accord avec Denis, mais je trouve que la question est peut-être encore plus profonde parce qu'on a ouvert ce débat-là. En réalité, je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire. Parce qu'on a fait une hypothèse
finalement qu'on n'a jamais explicité. Mais quand on a parlé des politiques, on a imaginé que les politiques étaient raisonnables et avaient un certain attachement à la rationalité et une certaine confiance en l'assurance. Ce qui est une hypothèse dont on voit bien qu'elle a d'énormes limites aujourd'hui. On n'a pas travaillé sérieusement l'hypothèse d'un dialogue avec des politiques qui sont aussi dingues que ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Donc là, on n'a pas fait le boulot. Mais on a quand même ouvert une brèche. Et à ce moment-là, justement, ça suscite des questions-là qui sont du même ordre. C'est quoi, d'ailleurs, ce serait quoi discuter avec un politique qui est complotiste? On l'a pas posé comme ça sur la table. Mais c'est la même chose, d'ailleurs, que si vous avez des gens autour de vous qui sont complotistes. C'est quoi la bonne attitude? Je suis un peu intéressé à ces questions-là. C'est pas très, très simple. En fait, il y a des erreurs à pas faire. Il y a des choses qui leur enfoncent dans leurs convictions et d'autres qui peuvent peut-être créer quelques brèches. En tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse, l'idée qu'on peut avoir, c'est que c'est pas la peine de se matcher toutes les balles, parce qu'à ce moment-là, on a des arguments qui deviennent fragiles. Il faut se matcher que là où on est très fort, pour avoir une chance de créer des brèches. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et bien, de la même façon, je pense qu'il y aurait intérêt à travailler ces questions-là, parce qu'on a fait, là encore, un raccourci, le politique, comme s'il était complètement raisonnable, complètement rationnel. Bad luck. Toute dernière. Oui, parce qu'on a encore deux questions à la salle et vous allez devoir travailler 2 fois 2 minutes. Donc, une réponse très courte à une question très courte. Bruno. C'est Vincent. Micro derrière. Ah, pardon. Vincent, tu as le micro. Vas-y, si tu veux lui poser une question. Oui, oui, merci Denis de nous avoir plongé finalement dans cette dynamique prospère, quoi, et qui va loin. Moi, j'avais 2 remarques. Moi, j'avais une question un peu sur la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous as parlé des 7 étapes. Mais c'est vrai que finalement, je me questionnais sur comment, à un moment où les organismes de recherche, quand même, travaillent pas mal sur l'impact, hein, c'est-à-dire, alors, on revient à un niveau beaucoup plus micro, je m'en excuse par rapport à ce que vous avez développé ce soir, mais finalement, dans la méthode en 7 étapes, moi j'en aurais bien, mais je ne sais pas, c'est peut-être idiot, j'en aurais bien mis une 8e, et peut-être qu'elle existe, c'est comment vous revisitez un peu, même si la prospective c'est en permanence, quoi, je veux dire, remettre l'ouvrage sur le métier, avancer, poser des questions, bâtir les scénarios, les faire évoluer. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas tellement, quoi, finalement, dans la méthode que vous avez présentée. Donc ça, c'est une première question plutôt méthodo, mais qui, à mes yeux, me paraît importante pour savoir si les éléments de réflexion complexes, hein, et que tu nous as beaucoup plus simplifié, là, et on t'en remercie, comment, finalement, on voit, à un moment, même si on est sur le temps long, hein, on voit bien, tu parles de 2050, donc il y a des choses, on ne les a pas vérifiées, mais enfin, la prospective est déjà prospère et peut-être pas si ancien que ça, mais quand même, comment on vérifie un peu là où on a vu juste et là où on est passé à côté. On est passé à côté aussi parce que les choses, comme tu le disais, il y a des éléments dans les 5 ans qui viennent, on ne les connaît pas et vont nous prendre à revers. Bon, ça, c'est une première remarque, plutôt méthodo, mais bon, qui, à mon avis, est importante dans une approche où on est de plus en plus sur... on fait des recherches, mais quel est l'impact? Bon. Alors, la prospective, peut-être un peu moins, mais enfin, ça m'intéresserait de savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez. Et la deuxième, c'était plutôt un témoignage, finalement. On voit bien que les organismes de recherche, donc, que je connais, enfin, en tout cas certains, par rapport à l'aspect, finalement, communication vis-à-vis de la société ou des sociétés, prennent les choses en main et identifient des personnes. Là, je vois aussi RAD, on a une nouvelle référente sciences-société avec un S chaque fois, et de fait, sont bien, et ce sont des scientifiques, là où une scientifique, qui permet de traduire le discours des scientifiques dans une approche communication, mais compréhensible par le grand public, sans que ce soit les pros de la com qui s'emparent du sujet. Donc c'est vrai que là, il y a un interstice qu'on a découvert, je pense, et qui permet de répondre finalement au sujet et au point que vous avez identifié.
Bon, c'est peut-être pas suffisant, mais enfin, en tout cas, on peut avancer comme ça. Merci. Bon, ben merci de ces petites questions. Oui, très vite. La première, sur les affaires de méthodo et d'application. Alors, moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'interroger sur les finalités. Tout institut de recherche, d'ailleurs, ici, il a été, au début de l'été, il a été mené une prospective sur quels seront les savoirs nécessaires à l'agronome de 2040. S'il veut être prêt, quel problème il va avoir à affronter, à traiter collectivement, avec des outils nouveaux, en collectif, en réseau. Et donc, la question des finalités est très importante aussi. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le fait que la prospective, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la libre, et puis après, faites ce que vous voulez des résultats. Elle est quand même assez appliquée, donc c'est une méthode qui est finalement assez rigoureuse. Et souvent, on me dit, mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Je leur dis, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que la méthode n'est pas bonne, on recommence avec une autre méthode. Mais attention, si une autre méthode fait converger vers le même résultat, ça commence à devenir sérieux quand même, les conclusions, et ainsi de suite. Donc la robustesse de l'approche, à mon avis, elle est assez intéressante de ce côté-là. Donc gardez les finalités, utilisez les méthodes, changez de méthode, et regardez vers quoi ça converge. S'il y a beaucoup de convergence, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les mesures sans regret, c'est-à-dire quelque chose qui, de toute manière, c'est ce qu'on appelle les attracteurs étranges, c'est-à-dire qu'en fait, des noyaux autour desquels on tourne sans même les distinguer. La deuxième question, c'est la traduction. Alors c'est très important, effectivement. C'est un art difficile puisqu'il faut à la fois dire des choses rigoureuses au plan scientifique et dire des choses très compréhensibles pour le grand public dont les niveaux de connaissance sont extrêmement variés. Alors il y a des professionnels de la com, je mets la com un peu au sens large du terme, qui disent les mots importants c'est ça, ça et ça. Puis après on peut estimer qu'on s'éloigne un peu trop du discours. Donc c'est, je dirais, une espèce de compromis permanent. C'est pour ça que le dialogue entre les gens spécialistes des médias et les scientifiques qui connaissent bien leur domaine, eh bien, c'est très important. Je donne un exemple, Serge Morand, donc, qui a démontré l'origine biologique de la pandémie, et qui l'a fait très bien par de nombreux papiers. Il n'est pas passé dans les médias. Il est resté dans un cercle petit. C'est dommage, parce qu'en fait, c'était vraiment extrêmement solide, sa démonstration. Mais bon, le relais n'a pas réussi à être pris, malheureusement, donc, et on sait maintenant exactement l'origine de ça. Donc quand on est absolument certain, comme disait justement Hervé, j'aime bien sa métaphore, c'est faut se matcher sur les bonnes balles, quoi. Et là, vous marquez à tous les coups. Mais si vous se matchez sur toutes les balles, vous allez en sortir pas mal. Bon, donc il ne faut pas canonner dans tous les sens, même si vous êtes sûr que c'est une bonne balle. Donc il faut se réserver pour les choses, ça c'est vraiment important, et vous pilonnez sur quelque chose qui est important. Et après, vous utilisez tous les médias possibles et imaginables, depuis la maternelle jusqu'au prix Nobel, pour dire, écoutez, ça c'est vraiment quelque chose qui est important d'être approprié par l'humanité si on veut éviter d'aller vers des disjonctions de réalité. Enfin, c'est extrêmement, dans certains cas, c'est vraiment inquiétant parce que du coup, on ne prend pas les mesures qui sont nécessaires pour corriger la trajectoire en temps utile. Peut-être pour compléter avec un angle un petit peu différent sur la première question, c'est une bonne question qu'on se pose toujours quand on voit des scénarios d'avenir, mais au fond, c'est plutôt une question qui s'adresse à des prévisionnistes qu'à des prospectivistes, véritablement. Parce qu'au fond, on est tenté de dire, est-ce que finalement ça s'est réveillé? Est-ce que vous ça s'est révélé? Mais de toute façon, on ne cherche pas à probabiliser, on ne cherche pas à prédire ce qui va se passer. Donc, on cherche à éclairer des avenirs possibles pour susciter l'action. Je pense que, et à partir de là, effectivement, on croise parfois des choses que finalement, en retournant des hypothèses dans tous les sens, on a fait émerger, puis on est content de voir que ça arrive, parce que voilà. Mais il ne faut surtout pas être jugé là-dessus, parce que c'est pas vraiment la problématique, à mon avis. C'est plutôt une problématique. Un météorologue, s'il se plante à chaque fois, on va lui dire, franchement, change de métier, quoi. Mais un prospectiviste, c'est pas son but de prédire l'avenir. C'est d'éclairer, c'est assez différent. Et sur la deuxième question, je suis complètement d'accord. Une solution, c'est de faire des compromis. On en fait tous les jours pour essayer de trouver le même langage. Mais je crois que la bonne solution, c'est le mot qu'a prononcé tout à l'heure Denis, c'est la co-construction. En tout cas, en prospective filière, par exemple, ce qu'on fait tous les jours et ce qui nous permet vraiment de gagner en acquisition de langage commun, de représentation commune des systèmes, c'est de travailler ensemble au scénario, à l'analyse des scénarios, à imaginer les futurs possibles ensemble. Et à ce moment-là, on acquiert absolument, presque insensiblement, des représentations communes, donc des langages communs. Mais c'est la clé, finalement, la co-construction devient un moyen autant qu'une fin. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Une toute dernière question,
de Bruno, mais c'est parce que c'était mon chef avant, donc je ne peux pas faire autrement. Merci Hervé de me donner le micro. Juste une question sur le rôle des institutions dans la construction de la confiance vis-à-vis de la science. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand même les institutions peuvent jouer un rôle quand même dans la construction quand même d'une adhésion quand même au discours officiel. Certaines institutions qui sont parfois chargées de nous protéger, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas parfois complètement transparentes, par exemple sur la présence de polluants éternels dans les eaux qu'on peut consommer, etc. Comment cette crise de confiance qu'il peut y avoir parfois envers les institutions impacte la confiance en la science d'une manière plus générale, puisque le scientifique est vu en gros comme étant au cœur de l'institution d'une certaine manière par le citoyen lambda. Alors c'est une très bonne question. On a connu un ministre de la Recherche climato-sceptique. Donc les institutions ne sont pas toujours d'une super fiabilité. Il faut, à mon avis, jouer, là aussi on revient sur le temps long. C'est-à-dire que bon, ce qui a été solidement construit et qui petit à petit bon, est renforcé par le travail de recherche au niveau international, eh bien, petit à petit permet d'éliminer des interprétations erronées. Bon. Et dans ces cas-là, il faut toujours faire l'effort de nourrir tout le système politico-médiatique, le nourrir. Ne pas le laisser dériver, déraper, et donc accepter la bagarre, accepter le face-à-face. Hein. Bon, je me souviendrai, je pense, toute ma vie du débat entre Jean Jouzel, glaciologue, et Claude Allègre, ministre de la Recherche. Hein, et sur l'enjeu, à l'époque, c'était la réalité du changement climatique, hein, fondée notamment sur les... Et puis le lien avec des émissions de gaz à effet de serre. Et Jouzel avait trouvé que dans les particules d'air dans la glace en Antarctique, on avait la composition de l'atmosphère de l'époque, et il a fait un lien entre les cycles de glaciation et la composition de ces bulles, et donc les variations collaient parfaitement à la teneur de CO2. Ça, c'est de la science, très belle science. Et donc, au cours du débat, Claude Allègre a dit, le présentateur a dit, voilà, nous allons avoir un débat entre deux positions, et Jean Jouzel a tout de suite corrigé, il a dit non, vous allez avoir un débat entre la connaissance scientifique et l'opinion personnelle de M. Allègre. Monsieur Allègre, pas monsieur le ministre, hein, l'opinion personnelle. Alors, évidemment, le ministre s'est étranglé, quoi. Et il lui a dit, mais écoutez, vous êtes très compétent en minéralogie, c'est votre spécialité, vous avez même reçu un prix pour ça, mais en climatologie, vous n'avez rien publié. Donc, vous n'êtes pas compétent sur ce domaine. Donc, vous pouvez exprimer votre avis personnel. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'un débat entre deux positions scientifiques. Donc, je crois qu'au-delà de l'humour, hein, de la remarque, évidemment, ça commençait bien le débat, hein, au-delà de l'humour dans la remarque, je pense que ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire que si vous restez dans votre domaine des compétences, on vous écoute. Si vous en sortez complètement, là, c'est déjà plus douteux. Or, trop souvent, on entend des gens qui sortent de leur domaine de compétences. Et là, bon, c'est plus difficile à rétablir une vérité. Donc, je crois qu'il faut avoir, je reviens au mot humilité, modestie, dans la limite de ce que vous savez, vous pouvez dire, là, je suis certain de ça. Nous sommes certains de ça. La communauté scientifique sait que ça, c'est établi. Sur d'autres domaines dans lesquels on a des idées, mais on n'a pas de démonstration, on n'a pas de certitude, il faut rester prudent. On vous respectera à terme pour cette relativisation du savoir. Et à long terme, les politiques qui aiment bien quand même ne pas se tromper, hein, assez souvent, ils nous disent, vous pouvez me donner des éléments sur lesquels, à tous les coups, en prospective, je marque des points. Dans 20 ans, on dira, il avait une vista, ce gars-là. C'est amusant comme question. Alors je leur dis, vous savez, bon, dans votre commune, au bord du littoral, je l'entends souvent quand je fais des conférences à des élus du littoral, ils me disent, qu'est-ce que je dois faire pour être un grand maire? Je dis, faites de la modélisation sur la montée du niveau de la mer dans votre commune, et puis regardez ce qui, de toute manière, sera nécessaire de faire. Ah bon, vous croyez? Je dis, oui, ayez 20 ans d'avance. Vous voyez, un homme politique, c'est un visionnaire. Oui, vous avez raison. Voilà, donc regardez ce qui va se passer. Après, vous faites ce que vous pouvez avec vos élus, hein, vos électeurs plutôt. Mais bon, voilà, au moins partez sur quelque chose d'objectif, quoi. Voilà, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Et comme disait très justement Hervé, un prospectiviste, c'est quelqu'un qui donne des scénarios. Dedans, il y en a qui sont très probables, moins probables, très peu probables. Attention, les très peu probables peuvent quand même arriver, parce qu'il y a des ruptures possibles. Hein. Et souvent, il arrive des choses, c'est ce qu'on appelle des tempêtes septennales, ça arrive une fois par siècle. Sauf que ça devait arriver dans un siècle, mais ça arrive l'année prochaine. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire, si ça arrive l'année prochaine, cette conjonction, cette tempête parfaite, perfect storm, c'est la conjonction de toutes les pires conditions? Écoutez, normalement, ça arrive statistiquement dans très longtemps. Oui, mais ça peut arriver aussi de l'année prochaine.
Donc je vous donne ces scénarios. Je ne dis pas que ça va arriver. Donc ensemble, on élargit la gamme des possibles. On dit à l'intérieur de ça comment vous circulez, avec des choses très probables, moins probables, etc. Puis après, vous faites un compromis. Comme tous les hommes politiques, ils sont obligés de ménager la chèvre et le chou, puis de choisir quand même un chemin d'action. Parce qu'à la fin, il faut bien décider. Il faut mettre son argent dans tel endroit ou tel autre. Il faut évacuer un camping ou construire une digue. Pas tout à fait la même chose. Monsieur le maire, c'est votre responsabilité. Moi, je vous ai éclairé le champ de décision. Prenez vos responsabilités. Bon. Alors, chacun son métier. Bien, peut-être... Et puis après, on passe aux questions. Voilà. Peut-être juste pour terminer aussi, donc, avec un angle un peu différent, je ne suis pas très optimiste pour donner une réponse à Bruno sur les institutions, parce qu'on voit bien que les institutions sont enfermées dans une espèce de fourchette. C'est-à-dire que soit elles peuvent donner une voix officielle scientifique, et c'est extrêmement dangereux, le risque d'avoir une parole officielle dans une science qui, elle, normalement, doit être gouvernée par le doute, c'est absolument un oxymore. Et donc, ce que font d'ailleurs la plupart des organismes scientifiques, c'est qu'ils donnent une liberté de parole également à leurs scientifiques. Ce qui fait que le paradoxe, c'est que pour le grand public ou pour la société, elle reçoit des avis qui sont estampillés par des instituts de recherche, par des instituts, et qui sont apparemment assez opposés. Et donc ça peut être interprété comme justement, la science, c'est une opinion comme une autre, puisque eux-mêmes ne sont pas d'accord. Donc ça donne du poids, ça ouvre grand des gouffres d'interprétation à d'autres croyances, et on retombe sur le problème précédent. Moi, je ne suis pas très optimiste, je vois qu'on est enfermé dans une fourchette là, et il faut, à part l'explicitation, et là tout ce qu'a dit Denis est absolument capital, retrouver un dialogue sans perdre pied, ne rien lâcher, mais pas se matcher toutes les balles pour autant, mais ne rien lâcher pied à pied, parce que sinon on est enfermé très vite dans ce paradoxe. On passe au... Voilà, c'est fini. Alors, deux petites questions qui sont prévues. Alors, je vais suivre tes instructions. Voilà, alors soit vous vous connectez à slido.com avec le hashtag qui suit, soit vous flashez le code, parce qu'on va vous poser deux petites questions. Ces questions, vous pouvez y répondre très facilement, très rapidement. On va vous demander d'abord... Je peux passer ? Oui. Donc, flashez-le. Oui, on voulait vous laisser le temps. La première question est très simple, c'est à votre avis, dans quel scénario est-ce qu'on va ? Je vous en ai présenté 7, donc on va vous les rappeler... 6, pardon. Je vais vous présenter les 6 scénarios. Vous allez regarder, à votre avis, dans quel scénario on va se retrouver, pour que j'ai un avis de l'auditoire sur, comme ça, intuitivement, on n'a pas le temps de faire de longs débats, vers quoi est-ce qu'on va se retrouver. C'est bon pour le flash ? Ou il y a un... Il y en a qui ont encore besoin de temps pour flasher le QR code. Mon téléphone quantique ne me permet pas de flasher. Bon. On passe aux questions. Vas-y, mets-toi en face. Pourquoi il me... Voilà, la question est, à votre avis, quelle serait la mesure... Oh, mais non, c'est la deuxième, celle-là. La première, c'est choisir le scénario. Voilà. Première question. À votre avis, vers quel scénario sommes-nous susceptibles d'aller dans les 20 prochaines années en France ? Oui, j'ai bien balisé l'espace. Donc, on sait en France, on ne raisonne pas à l'échelle de l'Europe ni du monde. Donc, je rappelle le 1, sciences et sociétés sous dépendance des géants du numérique. 2, société déboussolée par la dispersion des discours scientifiques. 3, société et sciences en synergie au service des communs. 4, société méfiante vis-à-vis d'une science inféodée aux politiques. 5, synergie au pluriel à l'échelle régionale avec ouverture aux valeurs d'un monde multipolaire. Et 6, société fragmentée, science en perte de crédibilité. Donc, vous votez. Voilà, en haut à droite, il y a le nom. 8 personnes ont voté, donc vous êtes une trentaine. Plus les gens en ligne qui peuvent voter ? Ben oui, s'ils ont le QR code.
Donc vous êtes invités à donner votre avis. 14. On va passer le quorum. Ça y est, je l'ai fait, ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va attendre encore 1 minute pour les indécis. Bon, ça progresse très lentement. On va peut-être regarder les résultats. Oh là là. Donc, bref commentaire. Bon, vous êtes vraiment inquiet. Hein. Société fragment. Ah, ça monte un peu. 39, 35, 17, 9, 0. Bon. On va faire à l'envers. Bon, synergie à l'échelle régionale, bon, ça, c'est 0. Société et les synergies au service des communs, ça vous considérez que c'est utopique. Bon, moi aussi. Le 4, société méfiante, 9%. Société déboussolée par dispersion, 17%. Et alors surtout là, on jump, les deux qui sont au coude à coude. Hein, sciences et société sous dépendance des géants numériques. Bon là, c'est sur le poids aujourd'hui des GAFAM au sens large. Hein, il faudrait rajouter Baidu en Asie. Et on s'est logiquement vers une société fragmentée, avec une science en perte de crédibilité. Alors c'est quand même très très alarmant, hein, parce que bon, des sociétés fragmentées, mais qui compteraient sur la science pour leur redonner un peu de langage commun, ça aurait été une hypothèse. Mais là, la science n'est pas considérée comme un langage universel. Hein. En dernier ressort, un langage bien fait et un langage universel. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a du boulot. Alors, deuxième question. Puisque vous avez choisi le scénario 6, donc un scénario de perte de crédibilité de la science, donc on est vraiment... touche à touche avec... Donc, ouais, on est à égalité. Bon, donc il faut intégrer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, les sociétés sont fragmentées, le numérique a pris beaucoup de puissance, ce qui ne donne pas plus de crédibilité, puisqu'on a l'impression d'être un peu démanipulé. Donc la science n'apparaît pas comme un refuge solide, elle a perdu de la crédibilité. Voilà. OK, on lit les deux. Dans ce contexte-là, voilà la deuxième question. Alors, à votre avis, quelle serait la mesure la plus importante à prendre pour restaurer la confiance entre société et science, toujours en France, dans la perspective du scénario retenu majoritairement? Donc vous avez vu, là, on a retenu un mix de numérique et perte de crédibilité. Donc, dans ces conditions-là, les prospectivistes ont l'habitude de voyager dans l'espace et le temps, mais là, on est là-dedans. Donc, soit, il y en a 7 qui sont proposés. Donc, j'ai repris ce que j'avais présenté tout à l'heure. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Réconcilier l'urgence et le temps long, parce que ça vous paraît clé. 2, co-construire des connaissances et des innovations avec tous les acteurs. 3, professionnaliser et développer des médiations scientifiques au sein des institutions. 4, développer des recherches et des outils et des méthodes d'influence. 5, valoriser le journalisme scientifique. 6, former le personnel politique à la science et l'impliquer dans la co-construction des programmes de recherche. Et 7, prendre en compte la diversité des cultures du monde dans les recherches. Ça saute un peu en bas, mais on voit l'idée. D'accord? Donc, il y en a déjà qui votent. Il y en a déjà 6 qui votent. Donc, je vous laisse 2 minutes pour choisir. C'est une seule mesure, celle qui vous paraît la plus importante. Si vous étiez ministre de la Recherche, qu'est-ce que vous feriez?
il n'en manque plus que 3 à voter. Bon, puis il y a ceux qui ont un téléphone du millénaire précédent, voilà, 24. Donc, voilà, on a les 24. Très bien. Co-construire les connaissances et les innovations avec tous les acteurs de la société. Ah, on revient sur ce fameux mot, co-construire. La confiance, finalement, ça s'institutionnalise pas, ça se construit. Former le personnel politique, ça oui, on est entièrement d'accord. Professionnaliser et développer la médiation scientifique, c'est bien aussi. Développer la recherche et l'outil méthode d'influence, c'est lié aux 3. Bon. Et puis en dessous, c'est mineur. Donc vous voyez, on revient, enfin on débouche sur une recommandation très forte. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à ça, parce que pour Hervé et moi, qui sommes impliqués professionnellement dans la prospective, c'est très intéressant de voir sortir que ce mot résonne. C'est pas quelque chose pour faire joli, il résonne. Et donc la production des connaissances, d'innovation avec tous les acteurs de la société. Pas seulement des politiques, des entreprises, des médias, chacun dans son coin. Non, c'est vraiment quelque chose de construit collectivement avec tous les gens qui considèrent que c'est important de participer à la construction d'une certaine vérité scientifique, même si elle est toujours relative, elle est toujours en construction. C'est une construction qui est évidemment sans fin. Et c'est là encore, je vous dirais, la grandeur et la servitude de ce domaine. La science, c'est sans fin. Et en même temps, c'est profondément gratifiant parce que de temps en temps, on se sent utile. Hein, et je suis sûr que Hervé, quand il travaille avec des viticulteurs, hein, des gens qui ont l'habitude de faire du vin, hein, et qui travaillent à quel est l'avenir de ma vigne, sachant que le changement climatique, les habitudes de consommation, la concurrence internationale, etc., tout ça, ça m'arrive dessus, moi qui ai quelques hectares d'un vin correct, mais quel est mon avenir? Eh bien, le fait, il est en dialogue avec des gens qui peuvent raisonner à l'échelle du changement climatique, à l'échelle de la géopolitique en matière de boissons dans les grands pays du monde. Eh bien, cette rencontre du singulier et de l'universel, hein, du aujourd'hui et du dans 20 ans, est quand même une aventure assez extraordinaire, je trouve. Surtout qu'on peut la mener avec des méthodes qui sont établies, robustes, reconnues. Et en même temps, on les met sur la table, c'est une sorte d'outil transactionnel qui permet de parler avec toute personne intéressée par « et qu'est-ce que je deviens, moi, dans ce monde ?» Et donc, c'est des réducteurs d'anxiété, c'est des réducteurs d'angoisse, c'est des réducteurs de peur, dans la mesure où on peut dire « rien n'est jamais fichu, ça dépend aussi de vos choix, éclairés, et voilà les différents scénarios qui s'offrent à vous. » Donc, on est là pour les construire ensemble et de trouver la meilleure voie possible pour vous, votre métier, votre filière, et puis vos enfants derrière, hein, pour qu'ils aient un avenir meilleur. Donc c'est en ce sens-là, et moi je te laisserai dire le mot de la fin, Hervé, mais c'est en ce sens-là que moi je trouve qu'on a une utilité sociale. On n'est pas seulement des techniciens de produire, des scénaristes. Voilà, on n'est pas seulement des scénaristes. Hein. On essaye de donner des outils pour aller vers un peu plus d'espérance, un peu plus de confiance dans l'avenir. Et ça, dans notre époque actuelle, c'est pas quelque chose, à mon avis, d'inutile. C'est pas quelque chose de superfétatoire. C'est quelque chose de non seulement utile, mais je dirais de vital. Merci Denis. Je pense que c'est une parole extrêmement éclairante. En même temps, je pense que ça nous permet de partager aussi au-delà de la passion et des talents pédagogiques que tout le monde a pu goûter ce soir. C'est vrai que la prospective, qu'on présente souvent comme quelque chose comme un art un petit peu, qui s'intéresse à ce qui va se passer, c'est une curiosité assez saine, se dire, voilà, avant d'investir dans quoi que ce soit, dans une vigne ou dans quoi que ce soit, ou une maison au bord de la mer, on a envie d'aller voir Denis et dire, mais d'après toi, ça va monter de 20 cm ou de 3 mètres, parce que c'est pas pareil. Donc on a envie de savoir un petit peu l'avenir. Puis après on est raisonnable, on se dit on n'arrivera pas, on ne sait pas lire dans les boules de cristal. Donc cette vision de passer de la prévision à la prospective, c'est finalement assez naturel quand on réfléchit 5 minutes. Et on s'aperçoit surtout que ça ouvre des marges de manœuvre, des perspectives qui redonnent de la dignité finalement à nos sociétés, c'est-à-dire être capable de reprendre au moins l'intégralité des marges de manœuvre que le déterminisme veut bien nous laisser.
en avoir conscience pour le prendre pleinement. Il ne faut pas être fataliste pour faire de la prospective science, sinon on perd son temps. Mais ça, on y arrive bien à comprendre que ça ouvre des voies stratégiques, et je pense que Denis l'a bien montré. Mais ce qui était un peu plus inattendu, alors que quand on y réfléchit, c'est assez naturel, c'est qu'à chaque fois que l'on, pour justement servir cette vision d'avenir, aller chercher de l'expertise, parce que personne n'est omniscient, on rassemble des gens, on gagne souvent en vision, on gagne souvent en pertinence des stratégies, mais on gagne à chaque fois, mais à chaque fois, c'est pas perdable, en cohésion et en acquisition de référentiels communs. Donc c'est vrai dans les entreprises nous demandent, on a fait des stratégies avec des entreprises, dans le monde viticole, dans d'autres, mais parce que ça les éclaire, parce que ça facilite la constitution de stratégies, mais très vite, les dirigeants s'aperçoivent que ça donne une cohésion, un langage commun à des gens qui travaillent en silo, qui est énorme. Donc, c'est vrai aussi pour cette relation. On découvre un petit peu, à la faveur de cet exercice, on a découvert finalement ce à quoi on pouvait s'attendre aussi. C'est que la grande question qui a été posée, qui est celle de la co-construction, qui est celle du dialogue entre la recherche et les professions. Pour nous, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Hein, quelle capacité on a à faire passer des messages scientifiques? Eh bien, on s'aperçoit qu'en travaillant ensemble à des scénarios d'avenir, qui ont pourtant d'énormes faiblesses, hein, qui sont ni vrai ni faux, ni probable ni improbable, c'est des co-constructions, c'est des constructions de l'esprit. Eh bien, les partager, les travailler ensemble, ça fait naître de la confiance. Donc, en tout cas, merci Denis pour cet éclairage. Quand je vois le travail, l'énorme accumulation de travail collectif qui a été faite, voilà, et cette capacité que tu as eue de la transmettre et j'espère en donner le goût en même temps à la prospective en quelques minutes, en moins de 2 heures, bravo et encore merci de ton investissement dans cette démarche de culture science à laquelle on est très attaché.